jeune homme rentrait dans des cliniques, des hôpitaux, des institutions financières pour voler des téléphones. Cet individu mal intentionné a pénétré les locaux d'une clinique privée de la place pour une consultation. Au lieu de cela, il s'est engagé dans un couloir, a trouvé un bureau vide et a volé 2 téléphones portables Android. Quiconque le reconnaîtrait ou aurait des informations pouvant permettre de le joindre est prié de nous contacter par le 6 mars 2023. La police nationale a partagé sur sa page Facebook l'arrestation d'un jeune surnommé A. Augustin qui, d'après l'application de la police nationale, a été arrêté parce qu'il a été signalé qu'il a volé des téléphones portables dans des établissements médicaux, dans plusieurs établissements. Et dans l'épisode du 13 de récap de la semaine, j'ai fait un épisode concernant ce jeune homme. Mesdames et messieurs, j'ai devant moi aujourd'hui, dans ce premier épisode de Stories, ce jeune homme qui veut bien raconter son histoire, qui veut bien nous raconter ce qui l'a poussé à arriver à ce niveau-là, qui veut bien nous raconter son histoire qui peut aider quelqu'un, dans laquelle quelqu'un peut apprendre quelque chose. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Stories, je reçois ce jeune homme, surnommé à l'époque par la police A. Augustin. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Soyez tous les bienvenus. Salut. Salut. Comment est-ce que vous allez? Ça va, je remercie. Ça va. Je rappelle à l'audience que cet épisode, c'est l'épisode de Stories où tout le monde est libre de venir raconter son histoire, l'histoire de sa vie, agréable ou désagréable, pour fortifier quelqu'un, pour que quelqu'un apprenne quelque chose à travers cette histoire-là. Et vous avez accepté de venir nous raconter votre histoire sur l'histoire qui s'est déroulée en mars 2023. Tout d'abord, comment est-ce qu'on vous appelle? Bien, à l'état civil, je réponds au nom de Adjevine Glopé Edoué Augustin. Non, ok. D'où le A. Augustin. A. Augustin, exactement. Vous êtes à Lomé? Je suis à Lomé. À Lomé, et vous êtes Né père de à famille? Lomé, grandi à Lomé, fondé ma famille à Lomé. Ok, ok. Maintenant, l'histoire que tu es venu nous raconter, dites-moi un peu, comment est-ce que tu en es arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement jusqu'à ce que tu te retrouves dans cette situation? Bien, ça remonte à assez longtemps déjà. Okay. Je ne saurais répertorier. Mais je peux dire que ça a commencé. Déjà à la base, je suis drépanocytaire, de type SC. Okay. J'en ai vraiment souffert depuis mon enfance jusqu'à là où je suis. À un moment donné, il fallait que je me sente vraiment mieux, que je sois en forme, puisque je suis toujours dans le domaine musical. Okay. Il fallait que je sois en forme pour poursuivre mes activités, les scènes, les enregistrements, les entraînements, tout ce qui va avec. Ah, donc tu es dans la musique? Oui. Rappeur? Rappeur, artiste. Voilà. Polyvalent. Et c'est quoi le nom? Le nom sous lequel les gens m'ont connu, c'est BZK, okay. Basilic. Okay. Ex-sociétaire du groupe Émeute Lyrical, où il y avait Jackie Jack, où il y avait Kanye Arcade, où il y avait moi, où il y avait Brolik et Gandhi. Brolik et Gandhi ne sont plus vraiment dans la musique. Kanye Arcade non plus. Il n'y a que moi et Jackie Jack qui tenons encore les rênes. Ok. Allez, bien. Il fallait que je sois en forme, que j'assume. Bref. Alors, déjà à la base, j'utilisais des médicaments assez forts. Depuis l'hôpital, les prescriptions, les drépanocytaires, ils savent de quoi je parle. Il y a ce qu'on appelle l'accoutumance aux médicaments. À un moment donné, ça n'avait plus d'effet, vu l'usage répété. J'ai connu un jeune homme dans le temps, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, je peux te montrer quelque chose qui va te maintenir, tu vas faire même des jours sans dormir si tu veux. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais c'est une drogue, mais ça peut t'aider. Bon, il faut dire que déjà, à la base, je fumais du cannabis. Donc, ce n'est pas quelque chose pour moi qui pouvait me nuire en tant que tel, vu que je ne savais pas ce qu'il y avait comme
désavantage ou comme côté néfaste de la chose, il n'y avait pas Internet pour qu'on puisse vraiment se renseigner. Je suis tombé dedans. Au studio, la première fois, j'ai essayé. J'ai été assez performant. Il y a eu le festival Africa Rhythm. Je ne me rappelle plus l'année. Il y avait les grands frères Slapafaya et Eric MC qui m'ont invité. D'accord. J'ai fait une lourde prestation qui est restée dans les mémoires et je me suis dit, ouais, ce truc, ça peut aller. Sans savoir qu'il y avait la dépendance qui va avec et tout ce qui a suivi. J'avais les moyens de m'en procurer. Après 2 ans, j'ai laissé tomber parce que je suis vraiment tombé malade. Là, je suis reparti au CHU Campus me faire soigner. J'ai fait au moins 6 mois à l'hôpital. Où perfusion et saigner, ça veut dire qu'on sort le sang et on remet un autre sang. Donc j'étais sous ça pendant près de 6 mois. Après, j'ai laissé tomber carrément. Je me suis dit, c'est pas bien. Des années plus tard, en 2016-2017, je devais voyager pour Dubaï. Du coup, j'avais assez d'argent à cette période. J'ai fait aussi quelques événements, donc j'avais repris. Là maintenant, j'avais commencé par me ravitailler moi-même parce qu'au départ, on allait me l'acheter. Je ne savais pas où ça se vendait. Ok. Là, j'ai commencé à me ravitailler moi-même. Là, tu parles du cannabis. Non, le cannabis, non. J'ai oublié. J'aurais dû préciser. Je parle de drogue dure. Ah ouais, ok. Je parle de crack et d'héroïne. Ok. Les gens n'ont même pas conscience que ces choses existent au Togo. Et à côté, tout près de chez vous. Ok. Donc vous avez repris... J'ai repris parce que je voulais vraiment me remettre dans la musique. J'avais financièrement assez de moyens pour vraiment relancer ma carrière. Mais en même temps, je devais voyager. Donc j'ai repris avant le voyage. Du retour de voyage, je n'aurais pas dû toucher. Je n'aurais plus dû recommencer. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis vraiment mis à fond dedans. Et depuis 2018 jusqu'à 2023, j'étais dedans. Là même, j'ai laissé tomber la musique. Je ne faisais plus de musique. Je faisais des activités parallèles. J'allais au travail parce que à la base, j'ai 3 enfants. Il fallait que j'assume mes responsabilités. Donc j'avais des activités parallèles. Je faisais soit serveur, j'ai travaillé à Ramco, j'ai travaillé au Premier Bet, j'ai travaillé au 24 Vibes. Bref, j'ai fait beaucoup de boulot. Mais tout ça, ça ne menait à rien parce que les rémunérations n'allaient pas forcément à mes enfants, mais plutôt dans la drogue. À un moment donné, je n'étais même plus concentré sur le travail. Et tous les jours, c'est ma dose. Parce qu'il y a les répercussions physiques qui vont avec. Et moi, en tant que drépanocytaire, ça ne m'aide pas du tout. Puisqu'il y a les douleurs articulaires, tout ça, les céphalées, l'impression d'être malade. On a juste envie d'aller mieux. Donc aller mieux, c'est-à-dire aller consommer encore. Donc j'ai passé des années durant dans cette histoire. Je peux vous dire que ça m'a détruit. Ça a détruit toutes mes relations, d'abord avec les mères de mes enfants, puisque elle ne comprenait pas. La première, à un moment donné, elle ne comprenait pas, elle est partie. L'autre aussi, elle ne comprenait pas, elle est partie. Celle qui est restée, elle a enduré tout ce qu'il fallait. À un moment donné, elle aussi, elle est partie parce que ça n'a pas de sens. Ok, mais comment est-ce que c'est l'histoire du centre médical, le cœur, est arrivé? Comme tout le monde l'a vu, c'était une caméra de surveillance. Je vais dire que j'ai la facilité de m'adresser aux gens. Quand je n'avais plus les moyens de me procurer de la drogue moi-même, j'ai commencé par parler à mes connaissances, par leur demander des sous qui à la base devaient servir à me soigner. Puisque tout le monde, la plupart de mes proches, ils sont au courant de mon état de santé. Ces sous n'allaient plus à l'hôpital, mais plutôt dans les ghettos.
Et c'était devenu répétitif. Tous les jours, il fallait que j'aille là, voir ci, voir ça. Après, j'allais fumer, ainsi de suite. À un moment donné, plus personne ne me faisait confiance parce que c'était trop répétitif, quoi. La même personne peut t'aider 2, 3, 4 fois parce qu'on te connaît, on connaît ton niveau. Finalement, on quel est le job? Et les gens ont arrêté. Et vous savez, la drogue, c'est quelque chose d'assez vicieux. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit appartenant à qui que ce soit, bien avant d'avoir commencé ça, bien avant d'avoir commencé à fumer. Je n'avais pas cette tendance-là de prendre ce qui ne m'appartient pas. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Ok. Mais le fait d'aller chez quelqu'un, de lui demander de l'aide, tu sais peut-être qu'il en a, mais parce que tu le déranges, il ne veut plus le faire. Un moment d'inattention, qu'il laisse son téléphone, son portable, je me dis, ah, en allant vendre ça, je peux avoir de quoi aller fumer. Une idée aussi bizarre qui te traverse l'esprit et en un rien de temps, tu as déjà exécuté, quoi, parce que tu es guidé par quelque chose. Tu as déjà exécuté, tu es parti vendre à un prix vraiment dérisoire. Tu es parti fumer. Ça ne fait même pas, ça ne dure pas comme défonce. Ça te propulse en l'air, ça te ramène. En même temps, tu as envie de recommencer. Et tenez-vous bien, par jour, c'était des centaines de mille qui passaient à la casserole. La dosette est à 1000 francs. 1000 francs qui ne tient pas à 5 minutes dans le corps humain. Genre le trip, et puis après tu redescends, il faut recommencer. C'était des centaines, des 50 000, des 100 000, des 115 000 par jour qui ne venaient pas... Oui, par jour. Qui ne venaient pas de ma poche, mais plutôt des biens appartenant à d'autres personnes. 5, 4, 3 téléphones par jour. Ça dépend des endroits où je me rends. L'histoire des centres de santé, c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai la facilité à m'adresser aux gens. Et surtout, quand je présente un cas de santé, facilement, on me laisse aller voir quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie dans l'hôpital pour qu'il m'aide, puisque je parle de manque de moyens financiers et que je viens solliciter une aide. Donc, on me laisse intégrer les locaux et tout ça. Et quand je n'arrive pas à avoir des sous venant de quelqu'un ou ce que je veux, un petit coup d'œil à gauche, à droite, il y a un truc que je peux prendre et puis voilà. C'est comme ça que la caméra de surveillance m'a appris. Et vraiment, je dis merci. Je dis vraiment merci au directeur de la clinique Le Cœur. Parce que beaucoup d'endroits m'ont filmé. Il y a beaucoup de caméras de la clinique Biassa. Bref, beaucoup d'endroits où il y avait des vidéos de surveillance de moi, mais jamais ils ne se sont manifestés. Jamais personne n'a porté plainte. Ils se sont dit, bon, et je vois. Mais lui, il est allé jusqu'au bout. Et sincèrement, c'est comme s'il avait écouté mes prières. Parce qu'au fond de moi, je criais ras-le-bol. Au fond de moi, je pleurais, même la pipe à la bouche, en train de flasher ce putain de caillou. Je me disais merde avec les larmes. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Mes enfants sont quelque part, ça fait un bout de temps que je ne les ai pas vus. Ma fille me manque, mes garçons me manquent, ma vie me manque, ma famille me manque. Je suis Benjamin d'une famille de 4. J'ai un grand frère. Mon grand frère, c'est un grand nom dans la musique aussi. Je ne sais pas, tu connais Bestial? Oui. Bestial, c'est mon grand frère, même père, même mère. Quelqu'un qui m'a vraiment incité à faire de la musique. Oui, c'est pas que j'ai suivi. Donc, tout ça, ça me manquait. Mais la drogue, c'est vraiment diabolique. Mais après l'épisode, genre, quand la police vous a mis la main dessus, il s'est passé quoi après? Après, on m'a mis en garde à vue à la DPJ. Okay. J'ai fait 10 jours en garde à vue où on essayait, parce qu'une fois arrivé au commissariat, le soir là, le 6 mars, j'ai demandé un papier RAM et j'ai fait des aveux. J'ai énuméré les endroits où je suis passé. Voilà, c'était un moyen de me libérer parce que il fallait vraiment que... On ne m'a pas forcé, personne ne m'a brutalisé, ils peuvent le prouver, ça leur a même paru bizarre, ils disent quel genre de voleur toi tu es. J'ai énuméré tous les endroits où je suis passé, du moins la plupart dont je me rappelle, et j'ai promis tout faire pour restituer ce que j'avais encore en ma possession, ce qui a été fait. Donc les téléphones de la clinique Le Cœur ont tous été restaurés. Ah, donc à l'instant là, tu ne les avais pas encore vendus? Non, pas tous, parce que franchement, vous saviez, je suis instruit. Donc le fait de prendre un téléphone et de peut-être voir que quelqu'un alimente sa caméra de surveillance de la boutique avec, le fait de voir peut-être dans une tablette un mémoire
le fait de voir des business plans, tout ça, parfois ça me faisait un truc. Donc il y a certains que je gardais, il y a d'autres que je vendais. Parce qu'en ce temps aussi, je n'avais plus de téléphone. Donc je me disais, j'allais utiliser un en temps et puis après je revends, je gardais certains. Mais les téléphones de la clinique Le Cœur, je ne savais pas pourquoi, mais je n'ai pas voulu les vendre. D'abord, je les ai mis en gage pour fumer, après j'ai remboursé, je les ai récupérés. Okay. Donc quand ils me sont tombés dessus, le même soir, ils ont récupéré un. Le lendemain, mon père a envoyé l'autre. En parenthèse, comment ils vous ont mis la main dessus? Genre, quand l'annonce est passée, ils ont commencé leur enquête. Oui. Comment ils sont parvenus à vous retrouver? C'est toujours un mystère, mais bon, selon une fuite d'un policier à la DPJ, il a dit, ce sont tes proches qui t'ont vendu. Okay. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne cherche même pas à savoir. C'est vraiment tant mieux. La personne qui l'a fait, j'espère qu'elle l'a fait dans de bonnes intentions. Parce que moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me reconstruire. Mais après genre, donc vous avez juste fait les 10 jours de la garde à vue? Et j'ai été déféré. Ok. J'ai été déféré à la prison civile de Lomé. J'ai fait 1 mois. Un mois et puis le procès a été programmé. Donc, lors du procès, je devais prendre 6 mois. Mais le juge, après la plaidoirie ou bien le plaidoyer, je ne sais plus trop, de l'avocat, de mon avocat, puisqu'on m'a permis d'en avoir un. Et après m'avoir écouté, il m'a dit 6 mois de condamnation avec 6 mois de sursis. Okay. Je te relâche. Ça veut dire que si je n'avais pas fait les 1 mois avant qu'on fasse le procès, peut-être que je n'aurais pas fait la prison. Parce qu'il m'a regardé en face et il a dit, je sais que je ne te reverrai plus ici pour ce genre d'histoire. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a raison. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vous avez passé seulement 1 mois à la prison civile de Lomé? Pas seulement, hein. Ah oui, c'est une manière de parler. Oui, je sais. Ouais. Oui, j'ai fait 1 mois. Et puis 4 semaines. Oui. Okay. Vous êtes rentré chez vous. Et ce temps que vous avez passé à la prison civile de Lomé, qu'est-ce qui traversait votre tête tout le temps, tous les 1 mois que vous avez passé là? Mes enfants. Tes enfants. Rien d'autre. Je ne pensais même pas à leur mère, je pensais à personne d'autre, je pensais à mes enfants. Parce que je me dis, ok, si par exemple je meurs ici en prison, qu'est-ce qu'on va leur dire après? Et les 2 garçons, le premier il a 13 ans, on est en 2020, il a 14 ans. Il m'a vraiment pour modèle. Il n'a pas d'autre modèle à part moi. Et c'est quelque chose qui m'aurait vraiment détruit, même si j'étais décédé, de savoir qu'il allait garder cette mauvaise image de moi. Donc c'est mes enfants. Je vais sortir, me reconstruire pour mes enfants. C'est tout ce qui me traversait l'esprit. Et à la sortie, quelle décision aviez-vous prise? Difficile de prendre des décisions parce que toutes les décisions que j'avais prises me remettent sur les rails. S'il faut reprendre une formation, parce qu'à la base, j'ai une formation en audiovisuel. Okay. Je l'ai eu à Aldus Communication, juste à côté. Donc, soit reprendre cette activité, chercher quelqu'un qui va me redonner la main, qui va réactualiser mes connaissances, ou soit faire autre chose. Mais l'essentiel, c'est faire entrer l'argent légalement afin de recontacter mes enfants, leur mère, et puis faire ce qu'il faut, jouer mon rôle. C'était vraiment difficile parce qu'à ma sortie, tout le monde me mettait les bâtons dans les roues. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. C'est toujours difficile, je ne veux pas dire c'était. Je suis toujours pointé du doigt, même tout à l'heure en sortant, en venant ici, toujours pointé du doigt. Je ne veux pas rentrer dans les gens vous ont reconnu. Bon, je ne sais pas, c'est par rapport à la musique, je pense. Parce que tu sais, tu fais de la musique, tu te dis, je ne suis pas beaucoup connu, mais il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Oui. Voilà. Ouais. Donc surtout par rapport à ça, j'arrive à certains endroits. Pour la petite anecdote, quand je suis sorti, il y a une boutique dans mon quartier. Après une semaine, quand je suis sorti, je suis allé acheter un truc. Il y avait 3 jeunes en plus du boutiquier. Quand je suis arrivé en même temps, ils ont dit, mi pote mi avait portable lolo. Comme j'en m'a mis un camion sur la tête. Difficile de lever le pas. Mais bon, au fond, je me suis dit, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Tu assumes et puis basta. Je me suis dit ça, mais très difficile à assumer. Parfois, je rentrais en altercation avec certaines personnes qui abusaient.
Peut-être je sors avec ma petite famille, on va acheter un truc à côté. Et des gens, ils provoquent la confrontation directement. Et parfois, il m'arrivait de répondre. Mais même à chaque fois que je répondais, les gens venaient autour et puis tout le monde se mettait à crier sur moi. Nico, les blancs, ouais, allons, ouais. Donc, j'ai choisi à un moment donné de me réfugier chez moi. Et il y avait, ça tenait à ça que je reparte fumer. Malgré toutes les décisions que j'ai prises. Parce que, bon, ça, ma petite famille n'était pas encore de retour. Quand j'étais seul et quand je subissais ces trucs-là, je me disais, mais attends, tous ces efforts, pourquoi? Les femmes aussi, elles ne veulent plus me donner accès aux enfants, elles ne veulent plus que je parle aux enfants. Je les comprends, je ne les juge pas du tout. Et elles avaient raison. Tout ce que je fais là, ça sert à quoi? Un jour, je suis parti voir, on m'a octroyé une psychologue, Dieu merci. Je suis parti la voir, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit là c'est trop, j'en peux plus. Elle a fait Genre, tu voulais recommencer Je à... ne voulais pas, mais je me disais, bon, à quoi bon? À quoi bon? Je ne voulais pas. Au fond de moi, ce n'est pas un truc que j'ai voulu, j'ai jamais voulu ça, mais bon. Si on doit me rejeter, si tous les jours on doit me faire comprendre que je suis nul, que j'ai raté ma vie, que je suis un délinquant, tout ça, alors que des gens me connaissent et ils auraient pu se dire non mais attends, celui-là c'est Ndele, ouais, quelque chose se passe. Mais tout le monde a préféré se liguer contre moi, donc j'étais vraiment seul. Le poids de la solitude, de la culpabilité et tout ce qui va avec, j'étais à ça de recommencer. Je suis rentré un jour chez ma psychologue et mon père me dit que la maman de ma fille a appelé. J'étais en même temps sur le qui-vive, qu'elle a demandé à ce que je rappelle. Ok. Je l'ai rappelé, j'ai dit Nkedjo. Parce que je me disais, de toute façon, c'est pas pour revenir qu'elle m'a fait signe. Du coup, toi, si tu veux m'insulter et tout ça. Il me dit, mais calme-toi, je t'ai pas appelé pour ça. Comment tu vas? Comment tu t'en sors? Je dis, bah, vous m'avez laissé tomber, je m'en sors comme je peux. J'étais vraiment sur la défensive. Au moins une semaine plus tard, elle me contacte encore. Elle me demande, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, c'est quoi tes intentions? Allô, tu pour la mairie, j'avais les miens. Elle me dit, calme-toi, je veux juste te parler. On s'est vu le 21 juin de l'année passée, le 21 juin 2003. Et 2023. On s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble. Okay. C'est là que je me suis dit, je vais mourir en essayant, plutôt que de... Tiens, ça. Plutôt que de retomber dans ça, je préfère mourir en essayant. Parce qu'il y a une personne essentielle dans ma vie, plutôt deux personnes essentielles dans ma vie, qui m'ont fait confiance à nouveau. Quand il n'y avait plus personne. Quand il n'y avait même plus mes amis d'enfance. Quand il n'y avait vraiment plus personne. Ça fait 1 an que je me bats. 1 an et quelques mois que je me bats, que je suis sobre, que je compte rester sobre, que je compte reprendre ma vie en main. Donc voilà. C'est un peu ça. Et pourquoi avez-vous décidé de venir partager l'histoire là avec nous? Parce que beaucoup se disent que le traumatisme, c'est seulement chez les Blancs. Les Noirs aussi
On a beaucoup de traumatismes, on vit ça au jour le jour. Ça m'a marqué, vraiment, de voir les gens me laisser tomber. Alors qu'ils savent qu'à la base, je n'avais aucun de ces penchants. Ça m'a détruit de savoir que les gens qui partageaient ton plat, ton pain quotidien, ton vécu, te laissent tomber parce qu'il paraît, non pas il paraît. Parce que tu es devenu un délinquant, un danger. Si j'en parle, c'est pour que tous les jeunes, toutes les jeunes filles, parce qu'elles sont nombreuses aussi à y toucher, tous les jeunes et toutes les jeunes filles qui se droguent, s'il vous plaît, arrêtez. Vous n'allez pas savoir quand ça va vous tomber dessus. Vous n'allez pas savoir, vous vous dites, au début, je gère. Je gère, je me suis dit, je gère. Je suis assez intelligent pour que certaines choses ne m'arrivent pas. Surtout quand je me suis documenté sur la chose, il était un peu trop tard, j'étais vraiment accro déjà. Je me suis dit, ok, donc vu que c'est comme ça, vu qu'il y a la période de manque, la période de sevrage qui va avec, je vais essayer. Bon, il faut noter que durant toutes ces années, j'ai fait 3 cures de désintox volontaires. Personne ne m'a obligé parce qu'à chaque fois, je me disais, mais il faut que j'arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait toujours des rechutes. Quelques mois plus tard, c'est la première fois que je tiens aussi longtemps. C'est la première fois que je fais 1 an et plus depuis que j'ai commencé à fumer. Donc voilà, tous les jeunes, toutes les jeunes filles qui fumaient ça, s'il vous plaît, que ce soit du cannabis, du crack, de l'héroïne, qui prenaient des comprimés, arrêtez. Et pendant ces périodes du cure des désintox que vous avez suivi, que vous avez fait vous-même, à chaque fois que vous avez envie, ça vous tente encore d'essayer, ne serait-ce qu'une dose. Oui. Qu'est-ce qui vous donnait la force de carrément tout faire pour ne pas le faire? Ça a toujours été mes enfants. Depuis que j'ai commencé à avoir des enfants, ceux qui me connaissent peuvent témoigner, c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à mûrir, parce que je suis vraiment immature dans la tête. Je ne veux pas dire que je fais n'importe quoi, mais je prends assez de choses à la légère. À part ma musique ou à part le travail que je suis en train de faire, tout le reste, je ne suis jamais sérieux, quoi. Du coup, il n'y a que mes enfants qui ont commencé par me motiver, qui ont commencé par me donner cette envie-là de vraiment devenir quelqu'un, de réussir ma vie. Il n'y a que pour eux que j'ai... C'est eux qui m'ont sauvé la vie, je vais dire ça comme ça. Pendant les cures, jusqu'à maintenant, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Aujourd'hui, vous conseillez la jeunesse de ne pas s'adonner à ces genres de substances et autres. Mais vous, à l'instant là, voilà, c'est justement. Ça ne passe pas. Quand on passe ces conseils, tristement, ça ne passe pas. Même venant de quelqu'un que vous saviez qu'il a expérimenté dans le domaine, ça ne passe jamais. Je crois qu'il faut forcément faire son expérience et voilà, prendre une décision finale. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux comme moi, même plus que moi, qui jusqu'à présent n'ont pas pu s'en sortir. Qui ont la volonté aussi, parce qu'on discute, mais qui n'ont pas pu s'en sortir. Du coup, il y a la grâce de Dieu aussi qui va avec. Il ne faut pas se mentir, il faut que Dieu te bénisse vraiment. Parce que mettre les pieds dans cet univers-là, c'est vraiment ruiner sa vie, quoi. Mais moi, je veux dire, arrêtez. Prenez exemple sur ma vie, parce que la fin ne sera jamais belle. Sachez que la fin ne sera jamais belle si vous vous droguez. Jamais. Ok. Augustin, oui. Ou bien, je ne sais pas si je dois dire Tino. Tino, c'est vous êtes rappeur, vous êtes artiste. Artiste, oui. Vous avez une formation en audiovisuel. Oui. Là, qu'est-ce que vous aurez aimé que les gens vous fassent? Vous avez besoin de quoi là présentement? On ne sait jamais. J'ai une audience, quelqu'un parmi ceux qui sont en train de regarder cette vidéo-là maintenant peut décider de vous apporter une aide d'une manière ou d'une autre. Vous avez besoin de quoi exactement là? J'ai besoin de beaucoup de choses. Mais
Quand je dis beaucoup de choses, pas beaucoup de choses pour m'enrichir, mais plutôt pour guider les gens. Parce que déjà le fait d'être sorti de ce milieu-là, ça fait de moi un missionnaire. Ça fait de moi un ambassadeur, si je veux dire ça comme ça. J'ai comme responsabilité vraiment d'aider ceux qui ont envie comme moi. J'ai comme responsabilité de les aider de près ou de loin. Donc j'ai mon vécu et j'aimerais vraiment repartir en studio. La personne qui va investir sur moi actuellement va récupérer 600%, pour ne pas dire 1000%. Parce que je sais ce que je prépare, je sais ce que je peux transmettre comme émotion et comme message. Et à part ça, pour survivre, je suis avec ma femme en entrepreneuriat. On fait à manger et on fait des livraisons. Donc, pour le moment, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, je suis en train de mettre mon local en place pour le faire en présentiel. Parce que passer les commandes aussi, bon, il y a beaucoup de gens déjà dans le domaine. Donc les nouveaux qui viennent, il faut forcer, voilà. Et c'est pas vraiment rentable sur le coup. Je suis en train de mettre mon local en place. Et si quelqu'un veut m'aider, soit c'est dans la restauration, ou soit c'est pour repartir en studio. Ok. Et sur quel numéro on peut vous contacter? Le 90 70 05 98. 90 70 05 98. 98. Donc si on appelle ce numéro-là, on peut tomber sur vous. Directement. Ok, super. Ça fait plaisir de rencontrer la personne. Merci à vous. Comme je l'ai dit au début, j'ai fait un épisode comme je le fais sur les faits sociaux. Mais ça donne une autre vibe de rencontrer la personne, d'écouter la personne raconter son histoire. Ça touche vraiment. Et j'espère que ceux qui nous regardent ont eu cette même sensation en vous écoutant raconter votre histoire. Et ils vont prendre ce qui est à prendre et puis à se construire avec dedans. Maintenant. Et un dernier message. Oui. Ce message va aux familles des jeunes qui se droguent, aux amis, aux vrais amis, parce que les amis aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu, aux vrais amis qui comptaient vraiment, qui croyaient vraiment en quelqu'un, et puis à la famille, s'il vous plaît, ne les laissez pas tomber. Seuls, ils ne pourront jamais y arriver. Même s'ils ont la volonté, seuls, on n'y arrive jamais. Il faut forcément une motivation, il faut forcément un soutien, il faut un appui, sinon c'est difficile de s'en sortir. Du cannabis aux drogues dures, aux comprimés, tout ce qui va avec, tout ce qui provoque une dépendance, c'est vraiment difficile de s'en sortir seul. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille magnifique qui, au début, m'en voulait vraiment, mais après, chacun se débrouille à sa façon. Hein. Personne n'est encore arrivé parmi nous, on est 4, comme j'avais dit. Mais ils ont essayé de me fortifier et ça m'a vraiment aidé. Donc les femmes, les copines, les amis, la famille, s'il vous plaît, si quelqu'un traverse ça, ne le laissez pas tomber. Votre présence, votre amour, votre soutien peut lui sauver la vie, parce que ça a été mon cas. Et avant de vous laisser, vous savez très bien qu'il est difficile pour quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses d'en parler. Oui. Et comment est-ce que les familles, les proches de cette personne-là qui s'adonne à ce genre de choses-là, comment est-ce qu'ils peuvent facilement reconnaître ça? Oui. D'après votre expérience. Le comportement. La première chose, c'est le comportement. Le comportement change, l'agressivité, la négligence, le comportement change carrément. C'est pas comme quand on prend de l'alcool, parce que quand on prend de l'alcool, le lendemain on s'en rappelle et si on avait fait des gaffes, on s'excuse. Mais là, on ne s'excuse pas, on s'engouffre petit à petit. La deuxième chose à observer, c'est la morphologie de la personne qui va vraiment perdre du poids en un laps de temps. Et voilà, perdre du poids, ça veut dire ne pas manger. Ce qui veut dire qu'il va rentrer à la maison, il ne va plus manger. Il va directement aller se coucher. Ce genre de choses, c'est à vraiment observer. Et s'il faut, il faut le faire asseoir avec tendresse, je précise avec tendresse,
lui poser la question. Parce qu'un peu de violence dans sa tête, il va se dire, oh, Kento est meilleur, et puis il va fuir. Ça a failli m'arriver, comme mon beau-frère et puis ma soeur, le mari de ma soeur, quand ils m'ont appelé, quand ils m'ont interpellé la première fois qu'ils ont remarqué, il a voulu être un peu agressif. Et il a parlé de menaces, de me convoquer et tout ça. Quand je suis parti de la maison, j'ai fait 5 mois sans rentrer. 5 mois. Donc s'il vous plaît, pas de menaces, pas de manière forte. Vraiment de la tendresse. Soyez ferme parce qu'il faut être ferme, c'est vrai, mais soyez vraiment tendre et doux. Allez-y doucement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'égard de ceux qui nous regardent avant qu'on ne se laisse? Je tiens à dire merci à ceux qui n'ont pas continué à croire en moi parce que je vais les décevoir. Je tiens à dire merci à ceux qui croient toujours en moi parce que je vais honorer ce sentiment qu'ils ont envers moi. Et je remercie ma femme, elle se connaît, la maman de ma fille. Elle a été vraiment d'un grand soutien et puis ne pas la mentionner serait vraiment ingrat de ma part. Donc, vraiment merci à elle, merci à ma famille, merci à mon père, merci à ma soeur qui me suit, puisque c'est celle que je suis directement, puisque c'est elle qui s'est vraiment mobilisée dans cette histoire. Les deux autres, on se débrouille tous. Donc voilà, merci à ma famille, merci à ma femme, merci à tous ceux qui croient en moi. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton histoire. Merci à vous, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Stories avec Augustin. J'espère que tout un chacun de nous qui avons suivi cet épisode a retenu quelque chose, a appris quelque chose à travers son histoire. Vous aussi, vous pouvez être là sur ce plateau, nous raconter votre histoire aussi, agréable ou désagréable. Quelqu'un va forcément apprendre quelque chose de votre histoire. Écrivez-nous, envoyez-nous un mail sur storytime.voclair@gmail.com. Je répète, storytime.voclair@gmail.com avec votre numéro et on vous contactera pour que vous veniez nous raconter un peu votre histoire, pour que quelqu'un, quelque part, puisse apprendre quelque chose à travers. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.